quelques semaines, je lisais Le Misanthrope, qui aujourd'hui lit Le Misanthrope. Et j'ai trouvé un vers magnifique, un alexandrin, dans la 5e partie. J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Quel bel alexandrin. J'ai pour moi la justice, je perds mon procès. Façon de dire que la justice est une notion abstraite et que bien souvent, les justiciables n'ont pas la justice pour eux. En vérité, Molière, en disant cela, continuait une tradition remarquable. En France, il y a une tradition gauloise presque, concernant notre culture, d'hostilité à la justice. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est aujourd'hui, ce que les sociologues, les magistrats, les avocats. Mais en littérature, j'adore la littérature, même peut-être plus que le droit, la farce de Maître Patelin, je ne vous raconterai pas. Rabelais, qui décrit un juge, ça peut M. Bridois, qui se décidait pour savoir si quel inculpé était coupable ou pas, il tirait au dé. C'était le 4, il était coupable, c'était le 2, il n'était pas coupable. Et puis Molière, et puis La Fontaine, etc. Bien. Boileau aussi, avec les plaideurs. J'en passe, et des meilleurs. Or, cette hostilité des littérateurs, de lettres pour la justice, renforcée par celle des juristes eux-mêmes, sociologues, praticiens ou théoriciens, est une chose en fait très grave. Très grave parce que, autant que je sache, nous sommes, je crois, le seul pays d'Europe à être aussi dur pour nos magistrats. J'ai des amis allemands, anglais, espagnols qui m'ont dit « Oh, il arrive d'esquinter la justice, bien sûr, de l'égratigner. » Quel exemple dans Don Quichotte, dans Shakespeare même. Mais ça ne va jamais très loin. Alors que le français, le gaulois, celui qui est contre le gendarme, est hostile par principe à la justice. Et c'est très ennuyeux, en fait. Très ennuyeux, et là je vais un petit peu contre le cœur de ma culture, c'est que la justice représente pour moi 3 valeurs cardinales. L'équité, la liberté et la sécurité. S'il connote tout de suite la nature de la justice, c'est un pouvoir régalien. Régalien comme la police, comme patron-monnaie, bon, c'est fini, c'est l'euro. Comme la politique étrangère, c'est presque fini. Il reste la justice, qui est encore un peu régalienne, encore que Helou s'est escamoté, écorché par l'Europe, par la double Europe, celle du Conseil de l'Europe, avec Strasbourg qui nous connaît un tour doublé, et puis celle de Bruxelles, de l'Union européenne, qui nous colle excusez-moi de ma vulgarité, qui nous colle des directives qu'on intègre avec un peu certaine tardivité, en freinant autant que l'on peut. Alors donc, le problème est très complexe. Il est bien beau de déblatérer sur la justice, mais elle existe, elle est porteuse de qualité, elle est état de droit, elle est régalienne. Alors, que dire sur la justice? Il a été dit tellement de choses depuis ce matin que j'ai peine à trouver un plan original et que, m'inspirant largement du plan qui a été établi par les organisateurs de ce colloque, je pense que le moins mauvais système est de décrire sommairement le bilan pour faire quelques propositions. Et pour étoffer un petit peu ces méthodes universitaires, je parlais d'un bilan médiocre et, modestement, de quelques propositions. Un bilan médiocre. J'ai beaucoup pesé le mot depuis 3-4 jours, car j'ai fait mon rapport avant d'arriver, bien sûr, puis je l'ai aménagé au fur et à mesure que j'entendais. Oui, bon, on n'arrive pas les mains vides. Non, mon rapport est fait depuis avant-hier. Mais il était très sommaire, il s'est évidemment enrichi, il s'est revitalisé au contact de tout ce que j'ai pu entendre, qui était remarquable de A jusqu'à Z. Et je pense que le mot médiocre est le moins mauvais, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle est bonne. Non. On ne peut pas dire qu'elle est moyenne. Non. On ne peut pas dire qu'elle est désastreuse. N'exagérons pas quand même. La justice est rendue. Elle est rendue tous les jours. On dira avec retard, plus ou moins bien. Mais il n'y a quand même pas que des mécontents parmi les justiciables. Alors j'ai pensé que le mot médiocre est celui qui correspondait le mieux. Moi j'aime la justice, personnellement. J'ai passé mon cours de magistrature, j'avais 24 ans. C'est le plus jeune de ma promotion d'ailleurs. J'étais l'an dernier. Et c'était en 1957, et j'ai nommé par M. Mitran, qui était garde des Sceaux, juge suppléant à l'époque. J'étais attaché au parquet
vous avez été auditrice de justice, madame. Moi, j'étais attaché au parquet. La dernière promotion, d'ailleurs. C'est encore la 4e République finissante et décadente. Alors donc, cette justice médiocre que j'aime beaucoup malgré tout est un fait certain. C'est un fait qu'elle est médiocre. C'est assez facile à montrer. Ce qui sera plus difficile à montrer, c'est les raisons de cette médiocrité. Le fait de la médiocrité, les raisons de la médiocrité. Le fait de la médiocrité, il y a eu un concert ce matin et cet après-midi, comme le concert des Vierges dans Verdi, un concert unanime pour dire que cette justice n'est pas bonne. Alors les sociologues s'y sont mis, les psychiatres, les juristes, praticiens ou non, etc. Reprenons brièvement tout ça, je ne veux pas vous assaisonner de chiffres que vous avez ce matin notés. Alors les sociologues d'abord, j'évoquerai une analyse très fine du CSA, et qui n'est pas la première, qui date, je crois, de février 2014, donc l'encre est à peine sèche. Alors, les chiffres sont affolants, et d'ailleurs, je dirais de plus en plus affolants à mesure que l'on va vers l'actuel, car les années passées, il y avait des chiffres qui étaient très mauvais, des chiffres qu'on collectionne depuis 50 ans à peu près. On a la manie statistique maintenant, et des sondages. On les fait même par Internet, les sondages. De mon temps, on les faisait quand j'étais jeune. On faisait par téléphone. On me téléphonait, mais M. Pradel, voudriez-vous répondre? Ah oui, je disais. Maintenant, il n'y a plus de téléphone, c'est fini, même pas de portable. Maintenant, c'est par Internet. Bon, peu importe, le résultat est aussi bon. Et les chiffres sont assez affligeants. Alors, j'ai noté, mais comme vous tous, la justice fonctionne mal, oui, pour 77% des sondés, et 21 seulement des Français pensent qu'elle fonctionne bien. L'image des juges, elle est mauvaise pour 64% des sondés. Et plus précisément, 62% estiment qu'elle manque d'indépendance. Ah, une justice pas indépendante, c'est la mort, c'est le plus rame. Les raisons du mauvais fonctionnement, alors la lenteur occupe une place prééminente, 63%, l'absence de moyens, 51%, etc. Les peines pas assez fortes, 40% à peu près. Ce sont des chiffres bruts. Et il est vrai que ce sont des chiffres bruts, mais il faudrait porter des distances plus fines, qui ont été faites ce matin d'ailleurs, entre les jeunes et les vieux, entre les artisans, les ouvriers, les classes dites cadres au sens large, entre les jeunes et les vieux, entre les gens plus ou moins à droite, les gens plus ou moins à gauche, et ceux qui ne savent pas où ils sont, le marécage. Bon, de toute façon, les chiffres sont encore en gros ce qu'ils sont, et même, semble-t-il, la partie à gauche de l'opinion française se rapproche progressivement, lentement mais sûrement, de la partie droite pour dire que la maison ne fonctionne pas bien. Alors, les sociologues, avec les sondages, les magistrats aussi. Les magistrats sont des gens très objectifs, finalement. Ils n'ont pas cherché à dorer la maison, leur maison, de toutes les qualités. Pas du tout. Donc, très objectivement, on nous a dépeint, j'insisterai pas, des conditions qui ne sont pas bonnes. Les psychiatres aussi. Les psychiatres. Et ici, je veux évoquer la méthode des échelles dites actuarielles, qui sont très en vogue en Amérique du Nord, notamment au Canada, qui je crois sont les inventeurs. Et les Français, les psychiatres français, pardon, restent fidèles à une méthode qu'on appelle, je crois, plus ou moins clinique, c'est-à-dire faite de conversation, d'interrogation au pied du lit du malade. En grec, le mot klinen veut dire le lit. Méthode hippocratique. Et des chiffres ont été donnés, même je crois que sur 507 psychiatres qui sont inscrits sur des listes officielles du cour d'appel ou de la cour de cassation, il n'y en a qu'une vingtaine qui pratiquent une méthode actuarielle. Quand même curieux, un pays comme la France, qui se dit en avance, accuse un retard phénoménal en matière de sciences sociales. Et Mme Herzog-Evans, j'en parlais avec elle ce matin, elle est partie malheureusement, mais elle me disait tout à l'heure, au cours du repas d'ailleurs, que la criminologie française ne fonctionne pratiquement pas, ne produit presque plus rien. Il est vrai qu'elle est franco-britannique et elle parle anglais couramment, j'imagine. Elle l'écrit couramment aussi. Et ses études portent à 98% sur des études anglo-américaines. Alors donc, on peut dire beaucoup de mal, tout le monde dit beaucoup de mal de ce fait que la justice ne fonctionne pas bien. Les causes, alors là c'est beaucoup plus compliqué. C'est facile d'écrire un phénomène.
c'est moins facile d'en dire les causes, les raisons profondes. Alors ce matin, ça ont été évoquées beaucoup de causes, un peu peut-être, sans critiquer, mais un peu dans le désordre. Et je crois qu'il y a les causes possibles et les causes certaines. Alors, parmi les causes possibles, il en a été indiqué deux. D'abord, l'influence numérique des juges. C'est possible, pas certain. Pas simple parce que le président de la Cour d'appel de Paris a dit en organisant mieux, on pourrait peut-être s'en sortir. Mais c'est vrai je crois qu'on manque de juges. Je vais vous dire une chose, je ne veux pas faire de la politique, mais mon garde des Sceaux, c'était M. Mitterrand, François Mitterrand, la 4e République. Et il disait, à qui vous voulez entendre, le garde des Sceaux qui a fonctionné en 56, 57, il disait, oh, la magistrature, c'est un corps d'élite, il en faut très très peu. Nous on en prenait 30 par an. J'ai eu le numéro 24, pas un chef-d'œuvre. 30 par an, et maintenant ça ne serait pas possible. 30 par an, il faut en recruter, à mon avis, 200 à 300 par an, je pense, sous le contrôle des magistrats ici présents. Et donc très très peu, et c'est vrai qu'on a suivi une période où tous les magistrats qui ont été recrutés dans les années 50-58 ont tous fini PG une cour d'appel. Tous, présents de chambre, à la Cour de cassation. Ou même peut-être plus haut, je ne sais pas. Mais donc l'avancement était forcé, on manquait de magistrats. Et c'est vrai que ça s'est ressenti considérablement. Et des chiffres ont été donnés ce matin. En France, 9 magistrats pour 100 000 personnes. En Allemagne, je crois, 24 magistrats pour 100 000 personnes. On peut certes dire qu'en Allemagne, les magistrats ont des fonctions que n'ont pas les magistrats français, des fonctions supplémentaires, notamment dans le notariat. Mais enfin, malgré tout, c'est vrai que l'Allemagne a une densité de magistrats bien plus forte que la France. Pareil pour l'Angleterre. C'est pas l'Angleterre. Ils ont 500 magistrats, les Anglais. 500 magistrats. Mais ils ont 29 000 magistrates, qui m'appellent le Justice of the Peace, qui sont des pharmaciens, qui sont des vétérinaires, qui sont des professeurs de droit. J'en connais un, M. Spencer. C'est des gens qui ne sont pas payés du tout, à peine. On leur ferait de déplacement peut-être, et qui, à la fin, ont le cordon de la reine, après leur retraite à 70 ans. C'est leur religion d'honneur à eux, si vous voulez, le cordon de la reine. Voilà. Bon, donc il y a beaucoup plus de magistrats dans tous ces pays-là. Alors, deuxième raison possible, ce sont les difficultés matérielles de vie des magistrats qui font que les conditions ne sont pas bonnes. On a indiqué l'exemple de l'ampoule ce matin. J'ai pas voulu prendre la parole parce que je me réserve pour cet après-midi pour raconter l'histoire des savonnettes de Poitiers. Poitiers, il y a un palais de justice comme partout. Et il y a des toilettes comme partout. Et c'est arrivé à un moment donné où il n'y avait plus de savonnettes dans l'endroit pour mettre les savonnettes. Alors des magistrats c'était il y a 2-3 ans, sont pleins auprès du président. Ils ont dit non, il faut voir le greffier en chef, c'est lui qui a les comptes. Ils sont allés voir le greffier en chef, j'ai plus un sou. Alors le greffier en chef a proposé une solution qui était pleine de bon sens, au demeurant. Chacun achète sa savonnette dans le privé du coin, achète en même temps une petite boîte en plastique pour mettre sa savonnette, et puis chacun mettra la savonnette dans son bureau, et quand il ira à l'endroit ad hoc, il emportera la savonnette. On ne se prête pas la savonnette, c'est personnel en plus. C'est même presque mieux pour une vie hygiénique. C'est même mieux pour une vie hygiénique. Vous n'avez pas pensé à ça. Dans le savonnette de Poitiers, c'est assez amusant. Alors voilà donc des causes probables, et aussi des causes certaines, sur lesquelles alors, je crois qu'il n'y a plus du tout de discussion à avoir. J'en vois 3. La première est imputable au législateur. Nous vivons une époque de débridement législatif. Chaque président de la République ou chaque garde des Sceaux ajoute une couche législative à ce qui était précédemment, un petit peu comme en archéologie, on va du Permien primaire jusqu'à l'époque néolithique comme actuelle, sans détruire ce qui était en dessous. Donc les ordonnances se stratifient, on a une stratification continuelle qui fait, on voit très bien pour l'expression des peines, par exemple. Les lois s'ajoutent, se détruisent à peine, se corrigent, se complètent, problème d'interprétation, de loi dans le temps, par exemple, et problème d'interprétation tout court, indépendamment de ça. Donc là, on arrive à un système, le millefeuille, le mot est trop connu, je ne voulais pas le dire, une situation extrêmement complexe, qui est aggravée encore. 1, par les mentalités, 2, par l'Europe. Par les mentalités, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus que des ayants droit. Un ascenseur se casse la figure. Vite, un texte. Une chaudière éclate. Vite, une loi sur la sécurité. Tout de suite, dans les 6 mois. On fait une loi de plus. Et puis l'Europe.
l'Europe nous contraint. Et évidemment, on a signé des contrats, maintenant on est tenu des contrats. Je ne veux pas critiquer l'Europe, je ne veux pas critiquer l'Europe pénale, ce n'est pas mon propos du tout ici. Chacun pense ce qu'il veut. Mais je constate simplement que la Cour de Strasbourg a démoli complètement notre garde à vue et qu'il a fallu, par traitements successifs, la changer. Alors c'est très curieux parce que la Cour de Strasbourg a inspiré la Cour de cassation, les mêmes formules, qui à son tour a inspiré les châteurs, la loi de mars 2011. Et puis maintenant, ce sont les directives de Bruxelles qui font que le millefeuille s'épaissit encore de plus en plus. Ça, c'est la première cause de dysfonctionnement, parce que les gens, et les magistrats eux-mêmes, les pauvres, je dirais, ont du mal, d'autant que maintenant, dès qu'une loi sort, elle est assaisonnée immédiatement par une circulaire, des circulaires qui font, la dernière du 6 décembre, sur la fraude fiscale, la communauté économique et financière, de grosse communauté économique, a donné 2 circulaires, une du 27 janvier et une du 15 janvier, je crois. Non, du 21 janvier et du 22 janvier. Tout récent. Ils font chacune 20 pages, 30 pages. Il faut que les pauvres substituts et leurs procureurs et les magistrats du siège, restent un petit peu moins à eux, mais enfin tout de même, apprennent ces circulaires le soir, sinon la chandelle, du moins à la place de passer leur temps avec épouse et enfants. Donc, grande complexité. Deuxième cause, c'est un certain dysfonctionnement, un certain démariage ou non-mariage entre la justice et l'exécutif, entendez, le politique. Et ici, il y a 2 aspects complémentaires à envisager. Le premier, c'est que le politique, ça a été très bien ce matin par le président de la Cour d'appel de Paris, Monsieur le Président, le politique ignore, peut-être par ignorance simplement, ou par mépris, je ne sais pas, le judiciaire. On laisse le judiciaire tout seul, ça n'intéresse personne, le judiciaire, ça n'intéresse personne. Et c'est pour ça peut-être que le budget de la justice de France est l'un des plus bas d'Europe par tête d'habitant. Nous sommes, je crois, juste avant l'Arménie et après l'Azerbaïdjan. Par tête d'habitant, bien sûr, si on peut comparer la France à l'Azerbaïdjan, bien sûr. Et puis un deuxième aspect, c'est la politisation. Là, c'est le contraire. C'est plus les politiques qui ignorent les juges, ce sont les juges qui flattent les politiques. Certains politiques, certaines couches de l'échiquier politique. Et là, on arrive à cette politisation qui se traduit par des choses absolument abjectes. Je dirais le mot, puisqu'il a été dit à 2 reprises aujourd'hui, le fameux mur des cons. J'aurais dû prévenir d'essai, mais enfin, puisque tout le monde l'a dit, je vais dire le mur des cons comme tout le monde, avec ces photos innommables, où on voit la photo même d'un certain colonel qui a perdu sa fille dans le consent que l'on sait, qui est un petit... Voilà, Gérald Schmitt, oui, qui était colonel quand il a perdu sa fille, mais qui est général depuis. Voilà, vous dites le nom, très bien, merci beaucoup. Non, c'est vraiment épouvantable, et ça fait une image désastreuse auprès de l'opinion pour la justice. Et c'est vrai que ce n'est pas en tant que syndicat de magistrature qu'on va ne pas vouloir être jugé par un juge qui appartient au syndicat, mais dans la mesure où un tel magistrat peut faire une telle chose, ça dépasse l'entendement. Et je dirais que je me demande si la réaction du ministère était la même, si c'était un autre syndicat que celui dont les protagonistes ont fait ce que vous savez. Je n'en dirai pas plus. Troisième cause certaine, ce sont les difficultés, je dirais, existentielles pour les magistrats. Les magistrats sont chargés en réalité, de rendre des décisions. C'est du siège, disons. Il faut distinguer le siège et le parquet. C'est le même corps, je sais. Mais c'est que la France est le seul pays du monde à avoir un corps unique. Partout ailleurs, c'est double corps. Il y a le corps des procureurs et le corps des juges. J'étais au Brésil il y a quelques mois, là, à Sao Paulo. J'ai fait une conférence à l'école de la magistrature des procureurs. Et il m'a été dit, ah oui, mais c'est différent. Nous avons un palgis à nous. Nous avons un club de tennis, mais uniquement pour les parquetiers. Les meilleurs les gens du ciel. Ah ben ils ont leur cours de tennis à eux. Alors évidemment, un juge peut venir chez nous, mais s'il est marié avec une substitute. Sinon, ça ne marche pas. Alors c'est en tant qu'époux qui vient, en tant que conjoint. C'est pas en tant que magistrat, bien sûr. Enfin oui, non, ça va très très loin, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors aussi, ces magistrats du siège ont une fonction très noble d'ailleurs, rendre la justice. Mais tous les magistrats du siège vous diront, ils me l'ont dit, parce que je reste très en contact avec ce corps, auquel mon fils appartient d'ailleurs, les magistrats du siège, du parquet aussi, sont chargés de tout un tas de fonctions qui n'ont plus rien de commun
jeune juge d'instance va être affecté au bureau des élections pour surveiller les incidents dans les dimanches qui vont venir, par exemple. Ils sont dans des commissions d'aide sociale, ils sont dans des commissions... Alors c'est parfois très chiffré, je le dirai tout à l'heure, mais c'est parfois très de leur fonction, et ça pèse dans l'emploi du temps qui est déjà très surchargé compte tenu de l'afflux des affaires et de leur petit nombre. Voilà. Bien. Alors, tout ça fait que ces causes certaines font que, ben oui, des dysfonctionnements se produisent. Des dérapages se produisent. C'est vrai, plus ou moins grave. Il faut libérer un détenu provisoire parce que l'encre du fax ne marchait plus et que vous connaissez l'histoire. Ou bien le délai a été passé et ça c'est absolu, il faut que le directeur de la prison libère la personne si la prolongation n'a pas été faite dans les temps voulus, en fait 2 jours avant. Bon. Alors ça pose un point de responsabilité qui a été très très bien développé tout à l'heure. Je ne veux pas reprendre savamment ce que Madame Petit a dit beaucoup mieux que moi, et on sent qu'elle sait la chose parfaitement. Vous vivez avec ça, Madame l'avocat général. Bon, il y a des sanctions disciplinaires qui vont peut-être prendre de l'importance avec le recours ouvert aux citoyens auprès du CSM. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais je suis très réservé sur ce recours. Très réservé, parce que j'ai l'impression qu'on rajoute une couche encore, une couche de droit en plus. On multiplie les contentieux. Enfin, maintenant, on fait un cours d'appel, on va à la Cour de cassation, maintenant, on va à la CEDH. Pour un, il y a des avocats dont c'est le métier de vous pousser à la CEDH. Vous n'êtes pas condamné, après, on fait un recours en révision. On arrive au procès d'Ancienne France, qui durait 50 ans, un siècle, et les fils continuaient les procès commentés par leur père, sinon leur grand-père. Il y a des mots d'Anjou, c'est-à-dire qui sont très, très nets. Alors j'ai peur que ce qui est des abus, je reste verrouillé, je pense que c'est justifié, mais à cause que ça soit très, très verrouillé. Et puis bien sûr, il y a l'instance civile avec le code d'organisation judiciaire, 72, j'insiste pas là-dessus, c'est très technique, et qui en fait verrouille pas mal le système aussi, parce que c'est en cas de dysfonctionnement de la justice, c'est l'État qui est condamné en fait. Et il peut exercer un recours contre le magistrat fautif, et vous nous avez dit, je crois, tout à l'heure qu'il n'y en a quasiment pas. Moi, je suis une petite étude là-dessus il y a quelques années, j'ai trouvé aucun. Vous avez trouvé un magistrat administratif, j'avais fait échapper. Bon, enfin, ça veut dire que c'est asymptotique, c'est quasiment zéro, quoi. Il n'y a pratiquement rien. Alors, tout de même, cette question de la responsabilité, qui est une question très importante, parce que l'opinion ne comprend pas que les magistrats soient au fond, échappent au fond plus ou moins à la responsabilité civile et pénale. Ils disent, mais les médecins sont condamnés. C'est vrai. Les transporteurs sont condamnés, les taxis sont condamnés, les géraniums sont condamnés, tout le monde est condamné, même au pénal. Si on me blessure par imprudence, ils sont tous condamnés. Et les magistrats, alors? Oui, mais c'est que le cas des magistrats, et là je défends les magistrats, le cas des magistrats est tout à fait particulier. D'abord, ils travaillent très souvent collégialement, parce qu'on ne peut plus savoir. Nous n'avons pas la dissenting opinion, comme on les anglo-saxons, pour les cours suprêmes, simplement d'ailleurs. Hein, simplement. Nous avons aussi la voie de recours, l'appel, qui permet de rattraper des erreurs. Donc, je suis assez réticent, et puis je trouve, moi, je suis un peu de l'ancienne école, je trouve qu'il ne faut pas démolir la statue. Il faut être conscient des défauts de la statue, Dieu sait s'il y en a. Il faut y parer tant qu'on peut, mais une attaque directement dirigée contre les magistrats me laisse un petit peu suspect, même si je sais qu'il y a des dérapages qui sont regrettables. Et d'ailleurs, les annales du CSM le montrent maintenant, puisque il y a à peu près 8 ou 10 affaires par an. En gros, 5 ou 6 se jugent, et puis 2 ou 3 parquetés. C'est le rapport entre siège et parquet en France, 1 contre 3, approximativement. Donc tout cela comme est à revoir, et invite quand même à faire quelques propositions. Sinon, sur la responsabilité, car je ne sais pas si on pourrait aller beaucoup plus loin, au moins sur quelques points autres. Et c'est mon deuxième point. Quelques propositions, c'est très modeste comme intitulé, quelques propositions. Alors ces propositions ont été faites beaucoup aujourd'hui, en vérité, beaucoup, beaucoup. Les unes concernent les magistrats, les autres concernent les parties, c'est-à-dire l'accusé, le condamné et la victime, partie civile. Les magistrats. Alors pour les magistrats, 2 ou 3 sortes de propositions ont été faites, que je schématise brièvement. Il faut d'abord leur recrutement. Oui, je pense que l'ENM est un bon outil. Je crois qu'il faut garder l'École nationale de la magistrature, elle ne disait pas de mon temps, qui a été fondée en 50 ans, parce qu'on court en 57. C'est un bon instrument, mais je crois en même temps, et là je suis persuadé que le magistrat de la Cour d'appel de Paris, monsieur avait raison, monsieur Majindi avait raison, il ne faut pas mettre des magistrats à 23 ou 25 ans. Alors c'est moins grave maintenant, mais il me permettrait que je vous raconte quelque chose de personnel. J'étais le plus jeune de ma promotion, j'étais le dernier, en 57. On m'a envoyé juge d'instruction à Brest. Ça a été un désastre.
Vraiment, je n'ai pas fait beaucoup de mal. 3 mois après, je partais en Algérie, où je suis resté 30 mois pour le service militaire. Et 30 mois à l'époque sanitaire, c'était les classes creuses. Mais oui, alors il fallait qu'elle restait plus longtemps. C'est avant le baby-boom. Moi, je suis né avant le baby-boom. Moi, je suis né dans les années 30. Le baby-boom, c'est 45, 46, 48, 50. Donc, je n'ai pas fait de dégâts parce que j'avais un bon greffier et un substitut qui m'ont aidé, mais c'était épouvantable. Taché au parquet ne faisait rien. Taché au parquet, c'est un garçon, une fille. Pas de fille de mon temps, on les fusillait. Mais je n'y avait pas de filles. On était 32 reçus, il y avait 3 filles. 3 filles, une qui est morte d'un cancer 6 mois après, 2 ans fait la cour de cassation. Bon. Ben oui, à l'époque, on allait très haut. Et puis, il manquait de personnel, évidemment. Il y avait l'aspiration. Donc, il faut pas. Moi, je crois qu'il serait bon d'être magistrat au bout de plusieurs années, notamment aussi juge d'instruction. C'est un métier très difficile. Substitut encore, il est pris dans une hiérarchie. Il peut demander son juge d'instruction, il peut demander son dans la chambre d'instruction, mais c'est pas forcément la même ville, c'est très loin, c'est pas commode. Moi, je serais d'avis, comme c'est magistrat d'ailleurs, de réserver la magistrature et le concours à des gens qui ont déjà au moins 30 ans. C'est moins grave maintenant parce que l'ENM a quand même prévu un stage qui dure, je crois, 6 mois, 8 mois, je ne sais plus, en juridiction, un peu 8 mois, je pense, sous votre contrôle. Bon, c'est pas mal, mais c'est sans responsabilité quand même. Hein. Sans responsabilité, on travaille sous la couverture, on ne signe même pas les actes. On signe avec l'assistant de monsieur auditeur de justice. C'est quand même pas... Non, je crois qu'il faudrait carrément notre système. Et moi, je connais très très bien le Canada. J'ai fait un livre avec un Québécois, monsieur Béliveau, et il m'a dit, mais dans son accent, je ne veux pas l'imiter parce que, tu sais, chez nous, Jean, c'est quand même pas comme chez toi, c'est bien mieux chez nous. Il m'expliquait qu'on est magistrat à 40 ans, comme en Angleterre d'ailleurs, 45 ans. Ils sont des avocats, mais ce sont ceux qui ont réussi. Eh oui, pour ça qu'on les paye bien. Parce qu'ils ne viendraient pas sinon. Un avocat qui réussit gagne bien sa vie. Il n'a pas besoin d'aller dans le fonds public. Eh oui, alors donc, c'est des magistrats disons, des avocats qui ont très bien réussi. Ils passent un petit examen. Et je connais un ami anglais, là, qui est le président de la cour d'appel d'Angleterre, parce qu'il n'y a qu'une cour d'appel d'Angleterre, à Londres. Il m'a dit, l'examen m'a posé une seule question. Il était avocat depuis 10 ans. Une seule question, c'est très curieux comme question, mais finalement, c'est pas si bête. Ça va vous étonner, je vous le raconter quand même cette question. Est-ce que vous êtes heureux en ménage? Est-ce que vous êtes heureux en ménage? Vous entendez bien votre femme? Donc, oui, parfaitement, on a 4 enfants. Bon, très bien. Ça s'est arrêté là. Il a été pris comme juge. Voilà. Il est en président de la cour d'appel de Londres. Voilà, il s'appelle M. Nicolas Philippe. Voilà, pour les intimes. Voilà, c'est très amusant, oui. Chez nous, c'est pas ça du tout. On fera des questions, un concours de magistrature, des questions où il faut faire une leçon d'agrégation, pratiquement. Un AB, 2 AB, quoi. C'est un style universitaire. Alors, ça a du bon aussi, c'est universitaire. Je ne vais pas non plus cracher sur ma maison. C'est ma 2e maison, pas ma première. Mais enfin, c'est quand même très, très différent. Oui. Donc, je crois qu'il serait bon d'avoir un espèce de noviciat. Et même aujourd'hui... un étudiant ou d'étudiant, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes maintenant au dernier concours, il y a eu quand même que 14% de garçons et 86% de filles ou de femmes en décembre, au dernier concours, en décembre, il y a 3 mois, quoi, à peine. C'est dire très ennuyeux, ça, ce problème-là. Il faudrait s'interroger aussi là-dessus. Et quand j'étais membre du jury de concours de magistrature, le garde des Sceaux, je ne peux pas vous dire lequel, je ne vous le dirai pas quand même, d'autant qu'il vit encore, avait dit au président du jury, mais il y a ça 25 ans, en cas d'égalité entre le garçon et la fille, vous prenez les garçons. Je ne vais pas vous dire le garder, ça me gêne un peu. Enfin, vous le trouverez peut-être. Dans les années, bon, enfin, il y a 30 ans à peu près. Quoi. Voilà. Déjà à l'époque, il y avait quand même encore 40% de garçons au concours hein, qui étaient reçus. Et maintenant, les jeunes femmes qui font de métier aussi bien que les hommes, sont intellectuellement aussi bonnes, aussi valables. Mais je trouve que c'est quand même ennuyeux qu'un corps se finisse à ce point. Je trouve, à mon avis. C'est peut-être vieux jeu. Donc voilà pour le recrutement. Donc alors, moi, je ne suis pas tout pour le recrutement par élection. Vous savez que le système américain, pas partout, pas en Louisiane. Mais enfin, en Amérique, c'est exact que les magistrats, je ne parle pas sur la Cour suprême, c'est très particulier, ils sont élus, et ça, c'est quand même, à mon avis, même les parquetiers sont élus, ils sont encore différents d'ailleurs, et ça, c'est quand même, à mon avis, très, très mauvais, très, très mauvais. Bon. Finalement, je crois que notre système n'est pas mauvais, à condition peut-être de ne pas confier des fonctions judiciaires et juridictionnelles, surtout, lourdes, à des garçons qui ont 27-28 ans, parce que même maintenant, quelqu'un qui a fait un bon cursus, qui réussit l'ENM du premier coup, il se retrouve juge à 27 ans, à peu près, quoi, à peu près. C'est jeune quand même, hein. C'est jeune quand même. Premier problème, donc, le recrutement. Deuxième problème, les fonctions du magistrat. Les fonctions des magistrats.
Ce matin, il a été décliné très heureusement d'ailleurs par M. Ayala, les qualités du magistrat. Il a dit qu'il fallait qu'il fasse savoir d'écoute, avoir de l'autorité, compétences technico-juridiques, et puis faire en sorte que sa décision passe la rampe auprès de la défense. C'est très vrai tout ça. J'ajouterais moi 2 conditions qui me paraissent essentielles pour qu'on soit un bon magistrat. La première, c'est que il faut que le magistrat, ça a été très très bien dit tout à l'heure, longuement par monsieur Didier, oui. Il faut que le magistrat fasse sa mue. Et il faut qu'il acquiert le sens de la communication. C'est pas commode. Parce qu'il faut combiner le sens de la communication avec le secret de l'instruction et de l'enquête, article 11 du Code de procédure pénale, et puis aussi avec le secret de la vie privée des gens, la vie familiale, ça, c'est pas commode. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une mue. Et autrefois, les magistrats instructeurs ou du parquet fermaient leurs portes à l'accès des journalistes. Et à Poitiers, il y avait 2 juges d'instruction, j'étais l'un des 2. L'autre avait eu une affaire importante, et son père, qui était procureur général, avait mis 2 gendarmes en permanence devant son bureau pour pas que les journalistes arrivent. Alors, 2 gendarmes, ils n'étaient pas contre les gendarmes parce qu'ils étaient déjà pas très bons sur le terrain. Même à l'époque, il en manquait déjà. 2 hommes qui étaient utilisés pour rien, pour empêcher les journalistes d'accéder. Ils étaient à l'entrée, à 5 mètres du bureau de ce monsieur. À son nom, je ne dirai pas son nom plus, mais voilà, c'est pas normal, quoi. Il faut avoir des rapports avec les magistrats, c'est sûr. Moi, je faisais ma titre pratique et sans aucune connaissance, alors que maintenant, ça s'est quand même un petit peu institutionnalisé. Il nous a été dit tout à l'heure, très opportunément, qu'en 2007 a été créé un poste de porte-parole auprès du garde des Sceaux. Je crois savoir aussi, vous aviez dit que depuis quelques années, le tribunal de Paris, le seul de France d'ailleurs, a un magistrat qui à temps plein traite des questions avec la presse. Et ça, c'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'on est en démocratie et que la presse est le 4e pouvoir et qu'il faudrait qu'elle égratigne le moins possible la justice. Encore, il faut qu'elle soit vigilante aussi. La Cour européenne des droits de l'homme a dit très justement que le chien de garde de la démocratie, c'est la presse. Elle a dit 3 fois, 3 arrêts. Le chien de garde de la démocratie, c'est la presse. La presse est naturellement intéressante, elle est nécessaire, elle est indispensable au jeu démocratique. Mais vous savez, milieu stade virtus. Il faut que les choses soient, je me dirais, il est bon que des magistrats soient là pour expliquer. Alors maintenant, il y a des pratiques qui se font progressivement. D'abord, les procureurs maintenant peuvent faire un communiqué pour indiquer comment ça va. Pour l'affaire d'Annecy, l'affaire famille anglaise ou irako-anglaise, on a des communiqués de ce procureur qui est d'ailleurs très fort, à mon avis, en communication, ce procureur d'Annecy. Et ça, c'est très bon. Mais les cours suprêmes, d'ailleurs, le font aussi. La Cour de Strasbourg fait des communiqués. Quand elle rend un arrêt important, elle rend en même temps un communiqué qui fait 2 pages, elle fait 1 page ou 2. La Cour de cassation même le fait de temps en temps, dans l'assemblée plénière en termes de garde à vue, il y a 2 ans, ça s'est fait aussi. Les cours américaines le font aussi. Donc je crois, on y est condamné. Quand j'ai dit, j'aurais jamais pensé ça, j'aurais dit, mais tu dis ça, c'est stupide. Et maintenant, j'ai vieilli progressivement, bien sûr, comme tout le monde. Je me rends compte qu'il faut que la presse soit là. Il faut qu'il y ait des contacts avec les magistrats. Il faut que ce soit des contacts de confiance. Et ça a été dit excellemment. Je pensais beaucoup plus parce que ça a été dit très bien. Donc, première chose que j'ajoute à la panoplie de M. Ayala. Deuxième chose que je veux ajouter, je sais que je le redis après beaucoup d'autres, c'est la question du politiquement correct. Alors ça, il faut absolument arriver à une non-politisation ou à une apolitisation de la justice. Revenir des cons pour ne plus y revenir après, ça suffit maintenant, on en a assez parlé. Mais enfin, c'est intolérable. Il ne faut pas que des juges puissent avoir une opinion politique. Si, ils vont voter, bien sûr. Mais ça, j'ai été scandalisé, moi. Ça, personne ne s'en souvient, je pense, ici. En 72, c'était vieux, hein. J'étais jeune professeur de droit à l'époque, passé à Grèce en 69. En 72, le président du syndicat de la magistrature avait dit, dans un discours célèbre, il faut systématiquement avantager l'ouvrier sur le patron, le fermier sur le propriétaire, le locataire sur le propriétaire aussi. Enfin, il y a toute une phrase comme ça, et avantager, le mot systématiquement m'a blessé. Ben, s'il faut avantager l'ouvrier, s'il le mérite, bien sûr, on le fera, bien sûr. L'accordaire là avant moi est beaucoup mieux. Mais pour le mot systématiquement est très très choquant. Vous savez que autrefois, il y avait, avant 68, il n'y avait pas de syndicat de la magistrature. Il y avait simplement une association amicale des magistrats.
C'était même le trésorier à Poitiers, je me souviens. Et puis il est arrivé 68, et un an après, en 69, a été créé le syndicat de la magistrature. Et cette association s'est transformée en USM. C'était une UFM, une Union fédérale des magistrats, une Union syndicale des magistrats. Et à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui ont démissionné. Pas moi, je n'ai pas démissionné parce que je partais dans un autre corps, ça ne se présentait pas. Mais voilà, vous voyez, on a changé le mot Union fédérale des magistrats en Union syndicale des magistrats. Et je trouve, moi, que le mot syndicalisme cadre mal. Syndicalisme, ça évoque le droit du travail, ça évoque les droits du salarié. Mais le magistrat, c'est même pas un fonctionnaire, quoi que ça a été dit ce matin. Non, c'est un agent public, très différent. Le magistrat n'est pas soumis au droit de la fonction publique. Il n'a pas le droit de grève, c'est l'article 4 de son statut, il n'a pas le droit de grève. C'est pour ça qu'il n'a pas tenu aux 35 heures. C'est pour ça que les magistrats vont souvent jusqu'à 10h du soir, 11h du soir. Les femmes attendent, des téléphones de temps en temps. Même moi, ça m'est arrivé, même, vous voyez, même déjà de mon temps. Voilà. Donc, voilà. Alors, très rapidement, après les magistrats, les partis. On me fait un signe amical, mais j'ai très bien compris la signification. Les partis. Alors, les partis, quelques propositions sur la partie poursuivie et la partie poursuivante qui est la victime. La partie poursuivie, oui. C'est-à-dire l'accusé, le mis en examen, tout ce que vous voulez, le prévenu. Là, il y a un double visage. Car la politique criminelle n'est jamais à sens unique. Et une politique criminelle qui, à mon avis, doit être une politique criminelle de fermeté, je pèse mes mots, à l'égard des récidivistes et des grands bandits. Et là, il faut des peines d'emprisonnement, je le pense, quitte à ménager, bien sûr, après une bonne retombée à sortie de prison, c'est le plus difficile. Il faut que ces peines soient exécutées et qu'on les modifie le moins possible. Le moins possible. Parce que vous portez atteinte à l'autorité de la chose jugée et donc à la crédibilité. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un est condamné à 2 ans de prison, généralement, il ne fera pas sa prison. Après 2 ans, oui. Surtout s'il est arrêté à l'audience, là, bien sûr. Mais si il ne fera pas ses prisons, il sera transformé en une alternative. Mais il y a aussi cet autre côté qui a été indiqué par Mme Martinez-Evans, c'est cette justice qui vient d'Amérique, bien sûr, où le procès traditionnel se mue en un procès, les community courts, c'est-à-dire des cours communautaires ou avec participation du public, de la police, des associations, etc. C'est un modèle qui se cherche, c'est un modèle qui est difficile à appréhender, qui n'est pas très dans l'esprit français, mais c'est la justice restauratrice ou réparatrice. Il y a les deux mots, restaurative justice, réparatrice. La victime. Alors, je noterai d'abord quand même que la victime est bien traitée en France. Et je trouve que l'Institut pour la justice devrait décerner un prix à un roi de France, François Ier, qui en 1531, en Villers-Cotterêts, rendu en français la première fois, avant c'est tout en latin, a décidé que la victime peut être une partie au procès sous l'appellation de partie civile. Ça date du XVIe siècle, l'époque de Ronsard. Vous pourriez y penser. Faire créer un prix de la victime, qu'on pourrait appeler le prix François Ier, pourquoi pas. C'est peut-être monarchique, enfin. Et en France, la victime, je sais, la victime n'a pas tous les droits encore, mais elle a quand même gagné beaucoup, 1921, 1958, et puis périodiquement, il y en a beaucoup. Alors, il y a encore des points sur lesquels sont des détails, c'est vrai, mais qui ont leur poids, c'est vrai. On pourrait encore aller plus loin, je ne vais pas aller plus loin parce que je sens que le temps m'est compté, j'ai bien compris le message, mais il y a comme des choses, notamment une dernière chose technique, je regrette, mais je m'y attendais, que la révision in défavorem n'ait pas été admise la semaine dernière. Bon, j'ai déposé un amendement à la CNCDH, il y a eu une voix, la mienne, et une abstention, par charité peut-être, et au Parlement, c'est pas passé non plus. Mais nous sommes pour l'avenir, peut-être. La morale de l'histoire, ce sont mes derniers mots, c'est que s'il est facile de voir les défauts de la magistrature, de la justice qui éclate au grand jour, les remèdes sont beaucoup plus difficiles à prévoir. Et je finirai par ce mot de Richelieu dans son testament, qui est si bien, j'ai commencé par une citation de Molière, je finirai par une citation de Richelieu. Il est plus facile de souligner les maux de la justice que d'en réparer les inconséquences. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'est sur ces mots magnifiques que s'achève cette journée, ce colloque donc de l'Institut pour la justice. Merci. Il y a un petit cocktail qui nous attend, qui vous attend juste à la sortie de la salle. Très bien. Merci. Voilà.
vous. Professeur. On dit Notre-Dame, oui, c'est très bien. Merci. Je vais avoir la douleur. C'est ça, le photographe.